Donc, la parole est à Monsieur Alain Krishna. Merci, Monsieur le Président. Donc, juste pour situer les choses chronologiquement, moi, je suis arrivé après les accords de Matignon, au moment où Louis Le Pin-Sec, après les législatives, a été nommé ministre de l'Outre-mer. Et donc, nous avons eu pour tâche de préparer les accords Oudinot, pour ça qu'on parle souvent d'accords Matignon-Oudinot, qui devait traduire avec plus de précision les accords de Matignon pour préparer la loi qui serait soumise à référendum et qui l'a été en novembre suivant. Donc je ne vais pas parler des accords Oudinot, puisqu'au fond ils sont assez indissolublement liés aux accords de Matignon que Jean-François Merle a expliqué sous un angle particulier mais essentiel. Moi je vais parler de l'accord de Nouméa et donner ma vision. Alors il y a plus de participants à l'accord de Nouméa encore en vivant ou en situation, bien sûr, de les avoir connus de l'intérieur. Donc je donne mon interprétation en sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Et que 27 ans après, évidemment, les mémoires peuvent être divergentes. Donc un point qu'il faut rappeler, c'est que l'État avait donc par les accords de Matignon signés avec les deux partenaires, décidé qu'en 1998, il y aurait un référendum d'autodétermination, un seul. Bon. Et ce n'est pas lui qui a introduit l'idée d'une nouvelle négociation, c'est Jacques Lafleur qui, avec une vision que je considère comme tout à fait essentielle et historique, a expliqué que au fond, c'était très proche, l'échéance de 1998, et que si on y allait sans un délai supplémentaire, eh bien, on risquait à nouveau de créer un clivage, des troubles, enfin, en tout cas des désaccords majeurs. Et le FNLKS, qui n'était pas évident quand Jacques Lafleur a fait sa proposition, a finalement accepté de rechercher un accord différent. Et cet accord, évidemment, ne pouvait pas être la simple reconduction des accords de Matignon, il fallait qu'il innove. Il y a eu beaucoup d'étapes, les choses ont bien avancé sous le gouvernement de M. Juppé, et puis il y a eu la dissolution, c'était assez bloqué, et les choses ont pu se débloquer, je ne refais pas l'historique des accords. Mais je voudrais souligner ces points fondamentaux. Il y a d'abord le préambule, qui n'est pas un texte pour faire joli, qui est un texte qui doit se lire quand on interprète pour l'interprétation de tous les autres. Bon. Donc il y a la colonisation a été un traumatisme pour le peuple kanak, mais le texte continue et reconnaît, je cite, la légitimité des communautés qui vivent sur le territoire à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont, je cite toujours, indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Dernier point important de ce préambule, l'accord prévoit donc de reconnaître pleinement l'identité kanak et, je cite encore, de refonder un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie dans un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté. Donc je voudrais donner mon interprétation, qui peut ne pas être partagée bien sûr, de ces différents mots. Je voulais d'abord souligner que c'est tellement d'actualité que dans sa lettre du 28 janvier d'invitation aux délégations de Nouvelle-Calédonie pour les discussions en cours, M. le Premier ministre se réfère au préambule et précisément aux dispositions que je viens de citer. C'est donc un fondement ou un des fondements d'une solution sur le conflit en cours. Donc ce préambule, je le souligne dans mon interprétation, ça n'est pas un texte unilatéral de repentance, c'est une lecture partagée de l'histoire qui essaye de donner une vision partagée de l'avenir. Donc la pleine souveraineté, on l'a beaucoup critiqué, c'est un horizon qui est admis, qui a été admis par tous les signataires, en pleine connaissance de cause, il n'y avait rien de caché.
Mais c'était un horizon qui n'excluait pas lui-même un nouveau partage et des liens particuliers à définir avec la République. Et en tout cas, toute évolution restait soumise à un vote des populations intéressées que la loi organique, qui a été validée sur ce point sans réserve par le Conseil constitutionnel, a précisé. Donc on essaie de concilier, c'est-à-dire toujours la difficulté depuis les accords de Matignon, et je ne crois pas que ça ait changé fondamentalement, l'aspiration d'une partie importante de la population, c'est-à-dire très largement des Kanaks à, selon le résultat des élections, entre 80 et 85%, d'accéder à une pleine souveraineté, et le principe démocratique qui est que, et constitutionnel, qui est qu'on doit consulter les populations qui accéderaient ainsi à l'indépendance. Après, il y a eu un préalable minier qui a été résolu, et puis il y a eu la restriction du corps électoral pour les élections provinciales. Alors, je voudrais dire que cette restriction, elle ne date pas de l'accord de Nouméa. Elle était dans les accords de Matignon. Au point 2 des accords de Matignon, il est écrit que les électeurs et les électrices de Nouvelle-Calédonie qui seront appelés à se prononcer sur ce projet de loi référendaire constituent les populations intéressées à l'avenir du territoire. Ils seront donc seuls autorisés à participer jusqu'en 1998 au scrutin qui détermineront cet avenir, au scrutin au pluriel, scrutin pour les élections au Conseil de province et scrutin d'autodétermination. Quel était le raisonnement ? C'était de dire que, comme les provinces qui avaient la compétence de droit commun allaient faire beaucoup de choses, qui allaient avoir une incidence, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, sur le scrutin d'autodétermination, il fallait que ce soit les futurs électeurs qui se prononceraient sur l'autodétermination qui y participent. C'est évidemment très différent juridiquement et au plan des principes d'une restriction du corps électoral pour un référendum d'autodétermination. Personne ne conteste, au moins dans le principe, que pour un scrutin d'autodétermination, ça ne peut pas être tous les électeurs inscrits qui sont arrivés depuis 3 ans, 5 ans, etc. En revanche, les provinces sont une collectivité territoriale qui vote beaucoup de choses, dont des impôts, et donc ça, c'est un problème à la fois démocratique et constitutionnel. Ce qui était écrit dans les accords de Matignon n'a donc pas pu être mis en œuvre parce qu'il n'y a pas eu de révision constitutionnelle. Et par conséquent, les élections de 89 et de 95, les élections provinciales de 89 et de 95, contrairement à l'accord signé, se sont faites sur le corps électoral de droit commun. Mais en 1998, quand il a été annoncé dans la négociation, en accord avec le président Chirac, bien sûr, qu'il faudrait une révision constitutionnelle pour servir de fondement à toutes les particularités de l'accord de Nouméa, évidemment, les représentants du FLKS ont dit « mais alors, on va pouvoir maintenant appliquer ce principe de la restriction du corps électoral pour les élections provinciales », et l'autre partie n'a pas dit non, a dit « je m'étais engagé dans les accords de Matignon, ça n'a pas pu juridiquement être mis en œuvre, donc maintenant, mettons-le en œuvre ». Après, il y a eu, j'en dis un mot parce qu'on ne peut pas glisser dessus, la question de savoir si ce corps devait être glissant ou pas glissant. Il y avait dans le texte une référence au tableau annexe. Contrairement à ce que certains soutiennent, ça n'était pas une ambiguïté voulue par ma plume perverse, n'est-ce pas ? C'était un texte qui a eu plusieurs interprétations. Et ça n'était pas... Il y a souvent des textes qui ont plusieurs interprétations, tout le monde étant de bonne foi. On m'a dit qu'on pouvait avoir accès, maintenant, après 25 ans, aux délibérations du Conseil constitutionnel quand il a rendu sa décision de 1999 sur la loi organique mettant en œuvre l'accord de Nouméa, par laquelle il faisait une réserve et disait que le corps ne pouvait pas être glissant. En fait, on sait maintenant qu'il y a eu une espèce de négociation d'un ou deux membres du Conseil constitutionnel en direct avec les leaders sur place, etc. Donc le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, puis il y a eu de nouveau des échanges, certains soutenant que tableau annexe, c'était le tableau annexe dans son évolution, donc c'était glissant, et d'autres soutenaient que c'était le tableau annexe
unique établi en 98, sur le même raisonnement que 88, toujours ce raisonnement du contrat social, voteront en 98 ceux qui étaient présents en 88 au moment des accords de Nouméa, et là, voteront pour les élections provinciales ceux qui étaient présents au moment de la signature de l'accord. Bon, la question a été tranchée, a failli être tranchée une première fois en 2000, et l'a été en 2007. A failli être tranchée en 2000 parce qu'en accord avec le président de la République, Jacques Chirac, un projet de loi constitutionnelle avait été voté par les deux chambres, était inscrit à un congrès en 2000, début 2000. Il comportait 3 dispositions: la modification du Conseil supérieur de la magistrature, un texte constitutionnel pour la Polynésie française qui permettait certaines analogies avec ce qui était permis dans le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce texte Polynésie française, il y avait un article concernant la Nouvelle-Calédonie qui rétablissait la version qui avait été considérée par certains comme les intentions du gouvernement de ne pas faire glisser. Et en 2007, ce texte de 2000 ayant été enlevé de l'ordre du jour par le président Chirac, mais non pas à cause de la disposition sur la Nouvelle-Calédonie, à cause de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont il ne voulait plus, eh bien, on est revenu en 2007, après qu'au cours d'un voyage en 2003, sur place, le président Jacques Chirac ait consulté les différents partenaires sur l'interprétation qu'il y avait à donner. Alors après, sur cette consultation, il y a des avis différents. Moi, je n'y étais pas, donc je m'abstiens. Je voulais simplement dire quelle était, en tout cas, la séquence. Donc dans l'accord, il y a aussi, je termine sur l'accord, le transfert progressif des compétences non régaliennes de l'État au profit de la collectivité de la Nouvelle-Calédonie, au profit de la collectivité de la Nouvelle-Calédonie et pas des provinces, mais parce qu'on ne pouvait vraiment pas donner aux provinces des compétences aussi larges que, par exemple, le droit civil et le droit commercial, ou la sécurité aérienne, ou la sécurité civile. On ne peut pas imaginer d'avoir une sécurité civile différente en 3 provinces, et d'ailleurs beaucoup considèrent qu'il faudrait la rendre à l'État. Voilà. Donc c'est à la collectivité, ce qui a abouti en effet à ce que les provinces soient moins les titulaires des compétences transférées, mais restent les collectivités qui ont la compétence de droit commun. Puis il y a eu les 3 scrutins d'autodétermination donc, qui étaient prévus. Le premier en 2014 pouvait être déclenché à l'initiative du Congrès. Si ça n'était pas déclenché entre 2014 et 2018, c'était l'État. Et si la première donc ne modifiait pas le statu quo, eh bien, il y en avait une deuxième, il y en avait une troisième, à l'initiative d'un tiers des membres du Congrès, ceci est connu. Alors, cette répétition, elle a été évidemment beaucoup contestée maintenant, mais elle n'a pas du tout été un point difficile de la négociation. Il n'y a pas eu d'opposition là-dessus. Parce que, évidemment, chacun y voyait un avantage pour lui, mais encore une fois, les accords négociés sur les sujets difficiles, souvent, les partis n'en attendent pas la même chose. Donc, le FLNKS en attendait d'avoir 3 chances pour accéder à l'indépendance, et de l'autre côté, on l'a accepté parce qu'on considérait qu'après 3 scrutins, donc rejetant l'indépendance dans leur souhait, eh bien, il y aurait moins de contestation que s'il n'y en avait qu'un. Je rappelle que si Jacques Lafleur a demandé qu'on ne fasse pas le référendum de 98, mais qu'à la place on recherche un accord, c'était bien la crainte qu'un scrutin soit conflictuel, sans recours, et que donc on retombe sur un clivage violent. Alors, il y a eu quand même quelques tentatives avant 2018 pour essayer de préparer la suite et de trouver des zones d'accord au-delà, évidemment, du clivage fondamental indépendance-non-indépendance. Il y a eu notamment la mission d'écoute et de conseil sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, à laquelle Jean-François Merle et moi avons participé, mais pas seulement, avec le concours de personnalités de toutes opinions, dont le conseiller outre-mer du président Sarkozy. Hein, donc, ça n'était pas purement une commission de gauche, si je peux dire. Il y a d'ailleurs de nombreuses convergences qui ont été actées. Et puis ensuite, il y a eu la mission d'un envoyé personnel du Premier ministre Édouard Philippe,
M. François Senners, qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel, qui, je crois, a bien travaillé, mais il y a eu des oppositions locales, parce qu'on se rapprochait des élections, qui n'ont pas permis à cette mission de porter tous ses fruits. Voilà. Alors, je liste, Monsieur le Président, juste quelques points de réponse à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et comment on interprète les événements? Bien sûr, c'est pour... j'y reviendrai en fonction des questions que vous poserez, Monsieur le Président, ainsi que Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, les 3 consultations ont eu des résultats différents de ceux que beaucoup prévoyaient. Moi, j'avais vu des enquêtes et disant, ben voilà, il va y avoir 2 tiers contre l'indépendance. Bon. Ça n'a pas été le cas au premier, l'écart s'est resserré au deuxième, et le troisième, je ne reviens pas là encore sur ce qui s'est passé, les différents points de vue, on les connaît, mais le troisième a eu lieu sans la participation des indépendantistes qui en ont contesté la date, après l'avoir d'abord accepté, mais en considération de ce qu'il y avait eu une forte épidémie de Covid qui n'a complètement cessé qu'un mois avant le scrutin. Après, je voudrais dire que les discussions qui ont eu lieu après les référendums avec le nouveau gouvernement, enfin, puis ont sérieusement été engagées, je crois, puis relayées par des discussions entre les élus locaux, représentatifs des différentes tendances. Il y a eu des avancées, mais elles n'ont pas abouti, voilà, pour l'instant. Après, sur la question sensible de l'ouverture du corps électoral, bloquée donc depuis 1998, je voudrais dire ceci, mais je le dis évidemment devant les 2 députés de Nouvelle-Calédonie qui connaissent mieux cette situation et les différents points de vue que je ne pourrais le faire. Donc je crois qu'on peut dire que le mouvement indépendantiste, au moins dans sa majorité, avait accepté le principe d'un dégel partiel du corps électoral pour les élections provinciales, parce qu'évidemment, il n'y avait plus l'horizon des référendums, puis ça commençait à faire longtemps, n'est-ce pas, un quart de siècle sans droit de voter, mais à la condition qu'il y ait un accord général. Donc, l'accord était difficile à obtenir, et il y a eu le vote d'une loi constitutionnelle par les 2 chambres qui pouvait aboutir à la révision au Congrès de Versailles, et donc à ce que la loi constitutionnelle soit votée sans l'accord global. Alors que le Sénat avait pris des précautions qui ont été reprises par l'Assemblée nationale, allant jusqu'à faire inscrire que, ce qui est juridiquement original, mais il faut être original sur la Nouvelle-Calédonie, sinon on n'y arrivera pas, que la loi constitutionnelle, même votée, aurait pu devenir caduque si un accord était intervenu avant les élections, même 10 jours avant. Ouais, bon, donc. Mais évidemment, ce n'était pas facile à expliquer à des bases, hein, et c'est pas ça qui a été vu, voilà, sur un sujet sensible. Après, je me jette à l'eau, mais là encore avec plus de réticence parce que je n'étais pas sur place. Bon, il y a une juridiction métropolitaine maintenant, après la décision de la Cour de cassation de dépayser, qui va dire la responsabilité des uns et des autres. Moi, je ne évidemment pas me prononcer là-dessus, j'ai aucun élément. Je crois que ce qu'on peut dire, parce que beaucoup de personnes me l'ont dit, qui n'étaient pas toutes indépendantistes, qu'il y a eu une révolte d'une bonne partie de la jeunesse kanak dans de fortes proportions, qu'on ne peut pas réduire les manifestants à des pillards incultes, qu'il y a eu des jeunes formés ou en formation, et même, m'a dit une responsable non indépendantiste de la communauté wallisienne, un certain nombre de Wallisiens et qui ont participé à ces violences. Donc l'analyse est compliquée, elle n'est pas complètement faite. Il y a eu des causes sociales, c'est très clair. C'est peut-être une lacune des accords de Matignon et Nouméa qui, par le système 400 cadres et cadres à venir, ont permis à une élite kanak d'émerger. Ça, c'est vrai. Il y a maintenant des médecins, des pilotes d'avion, des avocats, etc. Mais pour autant, beaucoup de jeunes déscolarisés, en échec scolaire, on pourrait dire des choses sur le système scolaire, malgré tous les efforts qui sont faits, sont restés sur le bord du chemin, dans des squats de Nouméa, et voient passer les voitures sans espoir particulier d'en avoir une. Après, réduire à des causes sociales serait aussi une erreur d'analyse, je crois. Il me semble que le sentiment identitaire est la cause première. Faut-il rappeler que le mouvement indépendantiste kanak est un mouvement nationaliste, et la République en a
une expérience quand même, ce qui ne veut pas dire que les solutions doivent être copiées d'autres dans un État dans une société qui est pluriethnique. Mais enfin, on entend souvent dire, par exemple, mais ils sont minoritaires, les aborigènes aussi sont minoritaires, ils ne sont pas indépendants, mais l'Australie est indépendante. Voilà. Bon, donc l'équation est complexe. Et au fond, ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est que presque tout le monde se sent en état de légitime défense. Les uns, parce qu'ils pensent que les violences destructrices ont contesté leur légitimité à vivre et travailler en Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce que dit le préambule, et les autres parce qu'ils considèrent qu'ils ont été victimes d'une submersion migratoire et qui craignent qu'elle ne s'aggrave, même si pour le moment, c'est plutôt le mouvement inverse. Les discussions sont donc plus difficiles que celles qui auraient eu lieu avant les troubles, ça c'est très clair. Je me lance aussi devant monsieur le député de Subaou en disant qu'il n'y a pas d'unanimité indépendantiste sur l'usage de la violence, mais qu'il y aura toujours solidarité. Et qu'en tout cas, c'est ma conclusion à ce stade, sans horizon de pleine souveraineté, mais pas un horizon qui se déplace au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, sans horizon de pleine souveraineté, ça ne fonctionnera pas avec la jeunesse kanak. Et les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, ils n'attendront pas 2 générations, c'est-à-dire d'avoir 70 ans, pour voir une forme d'indépendance mettre fin à la prise de possession. Maintenant, quelle forme, quel rapport avec la République, quel droit des minorités ou des différentes communautés à protéger, ben, c'est l'équation actuelle des discussions en cours. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, madame, monsieur Christina. Donc, dans les inscrits qui s'étaient déjà proposés, donc il y a monsieur